Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Est-ce que les pays du Golfe de Guinée, notamment dont le Congo-Brazzaville, réussissent à tirer meilleur parti de la guerre qui s'est déclenchée entre le couple États-Unis-Israël contre l'Iran? Vous savez très bien que l'Iran est le 4e producteur de pétrole, tandis que le Congo-Brazzaville, en ce qui concerne le Golfe de Guinée, en est le 3e, c'est-à-dire 3e pays au sud du Sahara, après respectivement le Nigeria et l'Angola. Le Congo est donc le 3e pays producteur de pétrole. Mais on sait très bien que l'économie congolaise dépend en partie justement du pétrole. À preuve, si on tient compte des dernières statistiques qui ont été publiées par la dernière session du comité de la balance de paiement ici même à Brazzaville, on retient que le pétrole représente plus de 95% de nos exportations, c'est-à-dire des exportations du Congo. Cela voudrait tout simplement dire que lorsqu'on regarde le panorama de nos exportations, le pétrole domine entièrement. Et donc, l'économie congolaise repose sur le pétrole. Il faut justement une petite nuance, noter qu'il ne s'agit pas seulement du pétrole du Congo qui est exporté. Lui, le pétrole qui provient du Congo, c'est-à-dire y compris celui des majors, c'est-à-dire les sociétés pétrolières qui sont installées chez nous, qu'il s'agisse par exemple de Total Énergie et d'autres majors qui sont installés dans notre pays. Ajoutez à cela les barils de pétrole qui sont justement aussi exportés par la Société nationale des pétroles du Congo. Alors, le pétrole contribue, on le sait aussi aujourd'hui, si on jette un coup d'œil sur la loi de finances 2026, on se rend compte que il est prévu c'est des projections, les projections de recettes pétrolières se situent entre 966 milliards de francs CFA et 1180,7 milliards de francs CFA pour un prix du baril qui a été fixé à 61,3 dollars. Alors, je précise pour essayer de simplifier les choses pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que le baril? Le baril, c'est une unité de mesure anglaise, alors qui, justement, équivaut à 159 litres. C'est ça le baril. Donc, quand on parle du baril, ça veut dire que c'est un fût, pour faire simple, qui contient 159, ça peut être 153, 159 litres de pétrole, et c'est ce fût qu'on appelle donc baril, qui coûte sur le marché international, là où nous vendons notre pétrole. Nous avons donc prévu dans le cadre de notre budget que ce sera 61,3 dollars le baril. Et le Congo, il faut le noter pour ceux qui ne savent pas, est un pays qui a une production pétrolière aujourd'hui qui avoisine les 300 000 barils par jour. En termes de notre production, c'est vrai que les projections, on est en train de dire qu'à l'horizon 2030, on pourrait se situer à 500 000 barils de pétrole par jour en termes de production. Donc, vous voyez que le pétrole représente quand même quelque chose. Alors aujourd'hui, on est donc en droit de se dire, j'essaie vraiment de faire simple pour que on ne soit pas toujours dans des combinaisons ou alors dans des termes très techniques que ne comprennent pas toujours beaucoup de gens qui ne sont pas toujours en phase avec l'économie pétrolière. Il faut donc noter que dans le budget du gouvernement, c'est-à-dire la loi de finances, les projections tournent autour, n'est-ce pas? C'est-à-dire le budget, la loi de finances a prévu en termes de projection budgétaire 2 milliards, 2550 milliards plus, je fais simple. Et que là-dedans, donc, le pétrole devrait éventuellement donc nous rapporter 966 milliards ou alors un peu plus. Et on a donc prévu, je venais de le dire tantôt,
le prix du baril à 61,3 $. Mais aujourd'hui, si vous suivez justement les cours, comment est-ce que le marché est en train de flamber, nous sommes quasiment passés, on peut dire, au double, puisque le prix du baril est en train de varier aujourd'hui entre 100 et même parfois 120 le dollar le baril. À cause quoi? À cause, n'est-ce pas, de la crise ou alors de la guerre qui, n'est-ce pas, se passe aujourd'hui entre le couple israélo-américain d'un côté et l'Iran de l'autre, avec des conséquences que l'on connaît. Pourquoi est-ce que, donc, justement, le prix aujourd'hui est en train de flamber? Pour la simple et bonne raison, il y a que deux raisons, c'est-à-dire, il y a le fait que on a peur que le circuit d'approvisionnement ne soit vraiment obstrué, parce que 20% des exportations ou alors des mouvements en termes d'exportation du brut passent par ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est ce que vous voyez sur votre carte, hein. Il s'agit d'un endroit qui est stratégiquement contrôlé par l'Iran, certainement un peu l'Oman, mais vraiment beaucoup plus l'Iran. Et par ce canal transite quasiment 20% des exportations de pétrole. On parle parfois de plus de 200 millions de barils qui passent par là. Et donc, comme il y a la guerre et que cette partie, n'est-ce pas, de communication maritime est contrôlée par l'Iran, on a donc une envolée des prix sur le marché international. Ajouté à cela le fait que les infrastructures énergétiques, notamment de l'Iran, qui est donc le 4e producteur mondial, ont été endommagées, c'est un euphémisme, si vous voulez, ont été tout simplement donc mises hors de portée. Eh ben, on est dans une situation où, lorsque le 4e producteur mondial se retrouve dans cette situation, eh ben, il faut s'attendre à ce que donc les cours flambent. Ceux qui suivent l'actualité savent très bien qu'aujourd'hui, les voitures électriques d'occasion ou même neuves sont en train justement d'être très achetées en Europe parce que il y a tout simplement cette flambée des prix du baril, du brut ou alors du prix du litre d'essence à la pompe. Alors, pour revenir chez nous, qu'est-ce que le Congo gagne? Puisque le Congo est un 3e producteur, n'est-ce pas, en Afrique au sud du Sahara. La question mérite d'être posée. On a un tout petit peu vu ce qu'il y a comme projection de recettes budgétaires, n'est-ce pas, en ce qui concerne justement le pétrole. Le problème du Congo, pour qu'on soit un tout petit peu précis, est quelque peu compliqué. Est-ce que le Congo tire donc meilleur profit, n'est-ce pas, de cette crise, parce que on sait qu'il y a une envolée de cours du brut? La question mérite d'être posée et tout le monde se la pose. On a essayé, n'est-ce pas, de poser, d'interviewer, de rencontrer quelques personnes qui sont des experts en matière d'économie pétrolière. Il ressort, n'est-ce pas, de nos investigations que le Congo avait eu à engager ce qu'on appelle, hein, dans le jargon du milieu, des contrats prépaid. Enfin, n'ayez pas peur, c'est un mot anglais, mais ça veut tout simplement dire que le Congo a eu à vendre son pétrole à l'avance. C'est-à-dire que vous vous adressez à une compagnie, tout à fait, c'est ce qui se passe dans ces transactions, vous vous adressez à des structures qu'on appelle des traders. C'est Trafigura, Glencore, pour ne parler que des grandes structures qui s'occupent justement de ce genre de transactions. Vous leur dites, nous avons besoin d'argent. Et ils évaluent ce que vous avez comme production pétrolière ou autre richesse. Il n'y a pas que le pétrole, ça peut être les mines, mais dans le cas d'espèce, il s'est agi du pétrole du Congo. Et le Congo, donc, a engagé cette procédure pour donc obtenir de l'argent de la part de Glencore et de Trafigura, hein, c'est-à-dire des traders suisses dont on a toujours parlé et qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, dont les dettes ont fait l'objet d'une restructuration, souvenez-vous, lorsque le Fonds monétaire international a décidé de voler à notre secours. Alors, lorsque vous engagez ce genre de négociations, vous faites ceci, vous acceptez, n'est-ce pas, que les traders prennent votre produit à un prix qui est inférieur à celui du marché international. Généralement, c'est ce qui se passe.
vous acceptez donc cette hypothèse. Donc, si le prix, comme c'est aujourd'hui, on peut dire à $100, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de leur céder votre brut à un prix qui est vraiment faible. Et dans le contexte de l'époque, on sait très bien qu'on était en pleine crise, n'est-ce pas, du marché pétrolier. Le Congo a donc vendu le pétrole, son pétrole, aux traders à un prix qui est justement donc considéré comme un prix bas. Bon, il convient de noter que dans ce genre de négociations, les contrats prépaid, c'est quelque chose qui se passe de manière générale un peu partout. Il n'y a pas que le Congo qui utilise des contrats prépaid pour se faire de l'argent auprès des traders, ça peut même auprès d'une banque. Ce sont des choses qui se passent. L'Angola le fait, la Guinée équatoriale le fait, et même aussi le Nigeria. C'est donc une pratique qui est souvent d'usage. Mais pour le cas du Congo, c'est que nous avons donc cédé l'essentiel, enfin une bonne partie de notre production future à ces traders dans le cadre de ce qu'on appelle donc les contrats prépaid. Alors, il y a souvent ceux qui sont plus malins dans ce genre de négociations. C'est de faire que vous vous dites, si vous prenez notre pétrole peut-être à $30 le baril, sachez que lorsque les cours vont remonter peut-être à $60, eh ben, nous devons nous partager cette plus-value de $30. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous négociez avec un trader comme Trafigura ou Glencore en leur disant, nous tombons d'accord, donnez-nous de l'argent, mais sur la base du prix du baril de pétrole à $30. Mais sachez que si demain les cours venaient à remonter, soit à 60, soit à 100, nous allons nous partager la différence, n'est-ce pas? Ou alors la plus-value, ce qui est venu s'ajouter par rapport aux engagements contractuels que nous avons eus avec vous pour le prix. Ça, c'est des gens qui réfléchissent, qui sont à la manœuvre. Lorsque vous avez des experts, on réfléchit comme ça. Il y a aussi souvent dans ce mécanisme des gens qui donc s'arrangent aussi derrière, enfin des gens qui sont dans des sociétés écrans qui évidemment ne reversent pas vraiment toute cette plus-value à l'État, c'est-à-dire que ça peut aller dans les poches des gens. C'est-à-dire que c'est ça, c'est très compliqué le marché pétrolier. Il faut vraiment être, on peut dire, un initié du domaine pour mieux comprendre, parce que quand les choses sont mieux organisées, on dit oui, s'il y a un surplus de 30, par exemple, dollars, ça veut dire que vous en aurez peut-être 15 et nous en avons aussi 15. Mais il arrive que dans ce genre de négociations, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans ce genre de contrat, que les gens disent, bon, à l'État, on ne va pas leur dire qu'il y a un surplus, on considère tout simplement que c'est le trader qui prend tout, mais derrière ça, il y a des petits arrangements. Ou alors, on va seulement donner à l'État $5 et le reste, $25. Nous, vous allez prendre 15 et nous, on en prendra 10. Donc, vraiment, c'est une affaire d'initié, et les contrats, justement, de prépaid du Congo avec les structures comme Trafigura, Glencore sont une affaire d'initié. C'est-à-dire, c'est très difficile de savoir si le Congo perçoit donc une plus-value. C'est-à-dire, le cas aujourd'hui. Est-ce que donc, dans le cas de ces contrats prépaid, ou alors avec les contrats que nous avons avec la Chine, notamment en payant, n'est-ce pas, la dette de la Chine via des cargaisons de pétrole, est-ce qu'aujourd'hui, avec la remontée des cours, c'est-à-dire si vous avez cédé vous êtes arrangé à vous situer à un niveau qui est moins de $100, avec la remontée des cours aujourd'hui, est-ce que cette plus-value profite au trésor public? C'est la question. Nous avons essayé de poser cette question, mais comme c'est une affaire d'initié, il est très difficile d'en savoir davantage. Ce qui ressort de nos enquêtes, c'est que vraiment, le Congo, pour l'instant, ne tire pas meilleur profit de cette crise ou alors de cette guerre au niveau entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, pour la simple et bonne raison que il y a cette affaire de Glencore et de Trafigura. C'est vrai que le Premier ministre nous l'a dit la fois passée, d'ailleurs, vous pouvez le suivre à ce sujet lorsqu'on lui a posé la question, et il s'est étendu sur cette question justement de la fin des contrats avec Trafigura et Glencore, parce que, semble-t-il, nous avons épuisé notre stock de dettes envers ces traders. Le travail qui consistait à faire était de privilégier le paiement de cette dette des traders, parce que c'est une dette toxique. Quand on a fait ça,
et de rétablir les équilibres, surtout de payer la dette, d'harmoniser les relations avec les partenaires, les bailleurs de fonds traditionnels. Quand on a réussi à résoudre aussi cette partie de la dette et de la ramener à un niveau relativement viable, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des relations saines avec ses partenaires, à partir de ce moment, on peut se retourner pour regarder désormais la dette intérieure et la dette intérieure va être soldée. Alors, la question qui mérite d'être posée à ce sujet, est-ce que nous avons pu donc payer la totalité de ce que nous devons aux traders avec nos ressources, ou ça a été peut-être un rachat de dettes opéré dans des mécanismes d'ingénierie financière? C'est la question qui mérite d'être posée. Si cela est vrai, alors ça voudrait dire que on n'est toujours pas sorti de l'auberge, parce que ça voudrait tout simplement dire que s'il y a eu rachat de la dette à travers des mécanismes qui sont certainement, qui relèvent de l'ingénierie financière, ça veut dire que ce sont les principaux acteurs qui ont été à la manœuvre, qui profitent justement de cette plus-value. On se serait attendu si vraiment on n'avait pas ces contrats prépaids, si on n'avait pas justement cette dette à payer envers la Chine, on se serait attendu de manière mécanique que au lieu de 61,3 $ le baril, qu'on dise aujourd'hui, l'État réussit à percevoir un peu plus de 100 $ par baril, ce qui signifie qu'on est quand même, s'il vous plaît, à plus de 40 $, et ce qui pourrait donc un peu doper nos recettes budgétaires, notamment donc les recettes pétrolières. Mais lorsqu'on interroge un tout petit peu ceux qui sont à la manœuvre, ils vous disent que pour l'instant, le Congo ne profite réellement pas, dans le sens réel du mot, de cette remontée des cours du brut sur le marché international pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais il faut noter une chose, et c'est là où peut-être ça peut être intéressant. Les États-Unis, en s'engageant dans cette guerre contre l'Iran, c'est vrai qu'on met en surface des problèmes de sécurité, mais le problème de fond, c'est que l'administration Trump a décidé de mettre en difficulté la Chine. D'ailleurs, depuis que Trump est revenu, vous constatez qu'il s'est engagé dans une guerre commerciale et à tête chercheuse, puisque c'est la Chine qui en paie plus le prix, avec des taux de douane que les États-Unis ont fixés à la Chine, qui sont de l'ordre de plus de 125 $, ce qui signifie que c'est vraiment, on peut dire aujourd'hui, une guerre commerciale à tête chercheuse. Trump, pour essayer comme d'étouffer la Chine, puisque la Chine dépend pour l'essentiel de deux pays importants, enfin dépendait, avant qu'il y ait cette guerre qui est menée. Il y a le Venezuela, où la Chine avait justement, dans le cadre de son partenariat stratégique avec ces pays, obtenu la possibilité donc d'exporter, n'est-ce pas, l'essentiel du brut, d'importer l'essentiel de son brut à partir du Venezuela. Bon, malheureusement, l'administration Trump, dans sa stratégie, s'est dit qu'il faut absolument faire main basse sur le brut vénézuélien. Et puis, l'Iran, le 4e producteur mondial, là aussi, la Chine avait des positionnements stratégiques dans le cadre de son partenariat avec l'Iran. Aujourd'hui, on se rend compte que l'objectif, c'est un tout petit peu d'asphyxier économiquement et commercialement la Chine. Bon, qu'est-ce que cela peut avoir comme retournement de situation? Il est fort probable que nous qui avons 20% de nos exportations qui vont vers la Chine, quand je parle de 20%, il s'agit des exportations du Congo. Et à l'intérieur, vous avez surtout du brut, c'est-à-dire des hydrocarbures et, dans une moindre mesure, le bois. Alors, est-ce que la Chine, stratégiquement, va donc décider puisqu'il ne peut plus compter sur le Venezuela et l'Iran, la Chine peut donc chercher à se repositionner sur le marché du Golfe de Guinée, dans lequel il est déjà un marché dans lequel elle se trouve, même si on sait que la Chine dispose de plus de 1 milliard de réserves de brut. Mais 1 milliard de réserves de brut, c'est quasiment quelques mois seulement de consommation en Chine. Et dans le cadre donc de renforcer ses réserves stratégiques, de ne pas entamer ses réserves stratégiques, il est possible que la Chine, dans son positionnement,
se redéploie vers l'Afrique, notamment donc un pays comme le Congo, avec lequel elle a un partenariat stratégique global, mais aussi avec les autres pays du Golfe de Guinée. D'ailleurs, je pense qu'au cours d'un de mes podcasts ici, je vous ai montré que la Chine contribue pour l'essentiel aux recettes d'exportation des pays de la CEMAC, et même ce sont ces réserves justement qui permettent d'alimenter le compte d'opération qui est domicilié au niveau du Trésor français. Donc, par conséquent, la Chine est vraiment pourvoyeuse pour l'essentiel de nos réserves d'échange. Et donc, on peut s'attendre à ce que cette Chine, si elle ne faiblit pas économiquement, puisque ça a un coût quand même, ce que l'administration Trump essaie d'engager dans le combat commercial et même combat stratégique pour essayer d'annihiler tout effort de la Chine dans le cadre de son déploiement dans un pays comme le Venezuela, dans un pays comme l'Iran, et dont la Chine peut certainement se servir, pourquoi pas, peut renforcer, puisqu'elle est déjà présente, ses partenaires, son partenariat avec un pays comme le Congo, qui est donc le troisième producteur de pétrole en Afrique, au sud du Sahara. Et en ce moment, si de notre côté, nos puits de pétrole ne venaient pas vraiment à tarir et qu'on se situe dans de meilleures projections d'atteinte de plus de 300 000 barils par jour, il est fort probable que nous soyons beaucoup plus nos exportations de brut vers la Chine puissent croître, et par conséquent que cela nous rapporte assez de devises, mais aussi en même temps que cela nous permette, pourquoi pas, d'avoir un peu d'oxygène. Mais comme on le sait très bien, cela n'est qu'éphémère, parce que quand vous suivez l'actualité, l'administration Trump dit avoir engagé de très discrètes discussions avec l'Iran, ce que justement les autorités de ces pays démentent, mais il faut noter que ça peut être quelque chose de vrai, parce que aujourd'hui, au niveau de Téhéran, accepter qu'on est en train de traiter avec l'administration Trump dans le cadre de très discrètes concertations peut éventuellement, pourquoi pas, être comme une espèce de trahison. Et c'est pourquoi je pense au niveau de Téhéran, on essaie de démentir cette entreprise d'entente ou alors de discussion avec les autorités américaines, pourvu que, évidemment, cela soit vrai, pour essayer un tout petit peu de desserrer les taux autour du détroit d'Ormuz et pouvoir permettre que les exportations puissent davantage passer par là, les importations comme les exportations, et pour que la tendance baissière soit constatée au niveau du prix du baril du pétrole. Donc, pour résumer, je ne pense pas, pour le cas du Congo actuellement, que nous en tirons meilleur profit de cette guerre entre le couple israélo-américain et l'Iran. Bon, c'est pourquoi il va falloir, dans le cadre de notre relance économique, notamment dans ce quinquennat débutant de Denis Sassou Nguesso, que nous soyons assez stratèges, que nous ayons des gens beaucoup plus outillés pour savoir justement nouer des contrats de prépaiement qui ne sont pas écartés dans le cadre du financement de l'économie, mais il faut savoir, toute proportion gardée, que le Trésor devrait en être le meilleur bénéficiaire lorsqu'il y a ce genre d'initiative, pour que on ne se retrouve pas avec des personnes qui sont bien structurées comme une espèce de toile d'araignée et qui tirent meilleur profit dans le cadre de ces contrats que nous avons noués avec Trafigura et Glencore, et certainement, pourquoi pas, avec d'autres pays. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine, moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.